Ça, c'est une tornade. Les tornades sont imprévisibles. Reculez! Elles sont instables. On aurait dit que le pays venait d'essuyer une attaque thermonucléaire. Et meurtrières. Je n'arrêtais pas de me dire, ça y est, c'est la fin. Elles laissent des villes saccagées. Il ne restait plus une seule maison. Et des scientifiques médusés. Ce n'est pas la bonne taille. Chaque tornade est unique. La plupart sont dangereuses et certaines sont mortelles. Tornades énormes, terrifiantes ou dévastatrices. Et pour finir, la méga-tornade, celle qui, selon les spécialistes, détruira un jour une grande ville des États-Unis. L'arrivée d'une tornade est généralement annoncée par un amoncellement de nuages noirs. Ce sont les précurseurs d'un puissant orage, ce qu'on appelle une supercellule. Une colonne d'air tournant rapidement sur elle-même descend de la supercellule et vient toucher Terre. C'est ainsi que se forment la plupart des tornades. En règle générale, plus elles tournent vite, plus elles sont dangereuses. Pourtant, on en sait encore peu sur ces tueuses géantes. Dans la région des Grandes Plaines des États-Unis, surnommée Tornado Alley, l'allée aux tornades, des chercheurs tentent de percer leur mystère. Chaque année, plus de 400 d'entre elles menacent cette région du monde. Un chiffre bien plus élevé que n'importe où ailleurs. Ce phénomène s'explique par des conditions atmosphériques bien particulières. Les montagnes à l'ouest, le golfe du Mexique au sud, et l'absence de barrières géographiques entre ici et le pôle Nord, tout ça fait qu'on a souvent des alternances rapides entre masses d'air chaud et masses d'air froid. L'intensité des tornades est classée selon l'échelle de Fujita, du nom du professeur Théodore Fujita. La vitesse du vent dans la tornade est estimée à partir des dégâts occasionnés. Les plus petites sont classées F0. Le vent peut y souffler à 116 km/h, l'équivalent d'un petit ouragan. À l'autre extrémité de l'échelle, les tornades F5 peuvent atteindre 512 km/h. Reculez! Reculez! Encore! Nous allons nous pencher sur diverses tornades, depuis la F2, capable d'arracher un toit de maison, Vous avez vu ça? jusqu'à la F5, qui détruit tout sur son passage. Puis nous verrons les conséquences du passage d'une méga-tornade, celle qui, d'après certains scientifiques, pourrait anéantir une grande ville américaine. À 111 km au sud-ouest de Wichita se trouve Attica, petite ville du Kansas d'à peine plus de 600 habitants. Une bourgade que l'on remarque à peine. Pourtant, le 12 mai 2004, une violente tornade s'y est déchaînée. Ce jour-là, le bleu du ciel cède progressivement la place à des nuages d'orage. Peu après 18 h, Dan Smith-Eisler se dirige vers la ville. J'étais allé travailler chez le banquier et j'avais dit à sa femme, vous savez, il y a de l'orage dans l'air. Plusieurs orages se forment dans le sud du Kansas. Un regard suffit à Charles Dowell, météorologue depuis 30 ans, pour savoir qu'il pourrait générer des tornades. Pour qu'une tornade se forme, l'un des principaux facteurs est un vent de basse altitude qui change rapidement de vitesse et de direction selon sa hauteur. On appelle ça le cisaillement vertical de vent. En cas de cisaillement vertical, l'air se met à tournoyer comme dans un cylindre invisible. La vitesse du vent augmente, le cylindre se relève, la tornade s'intensifie et à l'intérieur, la pression chute. La condensation due à cette baisse de pression s'accumule dans l'entonnoir et la tornade devient visible. C'est ce qui se passe dans le ciel du sud du Kansas. Mike Loreg, chef des services d'urgence du comté de Harper, reçoit la première alerte à 18 h 45.
On prend toujours ce genre d'alerte très au sérieux, parce que c'est à nous de prévenir la population. À ce moment-là, on ignorait encore si ça allait être une F0 ou une tornade monstrueuse. Au Kansas, les météorologues suivent attentivement la tornade qui progresse vers Attica. Vers 19h25, une tornade de type F2 a touché le sol. C'était là-bas, sur cette butte. Et elle est passée par là. Sous les yeux de Mike Loreg abasourdi, la tornade arrache le toit d'une maison. C'est pas vrai. La maison vient de se disloquer. Mais ce n'est qu'un début. Les malheurs du Kansas sont loin d'être terminés. On se disait, c'est peut-être fini. Nos équipes de secours sont formées à ce genre de choses. Et puis, la tornade est repartie de plus belle. À l'aide de radars Doppler embarqués, les chasseurs de tornades traquent l'orage supercellulaire du Kansas. Ils relaient leurs informations au service météorologique. Vitesse des vents, coordonnées, mais aussi un fait remarquable. L'orage est en train de générer des tornades multiples. Pour Yvette Richardson, voir une supercellule produire plus d'une tornade n'a rien de nouveau. C'est une situation potentiellement dangereuse, parce qu'en général, les gens ne surveillent que la tornade principale. Ils se croient en sécurité tant qu'ils restent à bonne distance ou qu'ils sont barricadés quelque part. Les équipes de chasseurs de tornades en signalent 16, de taille et de puissance différentes. La plus grosse est une F4, plus rapide de 160 km/h qu'une F2 et environ 3 fois plus grosse. Elle se dirige droit vers la maison de Dan et Donna Smith-Eisler. J'écoutais les bulletins à la radio et à la télé, et ils ont donné l'endroit exact où elle se trouvait. Lorsque l'on connaît la trajectoire d'une tornade, les victimes potentielles ont en moyenne 12 minutes pour se mettre à l'abri, un temps suffisant pour rester en vie. Les Smith-Eisler ont entendu l'alerte, mais Dan ne réagit pas. Fasciné par les grêlons de la taille d'une balle de golf qui précèdent souvent l'arrivée d'une tornade, il refuse de rejoindre son épouse au sous-sol. J'ai eu tellement peur que je me suis mise à lui crier de descendre. La chienne ne voulait pas venir non plus. Il a dit « Sugar ne veut pas venir ». Elle entrait, elle sortait, elle entrait. Mais les chiens sont malins, ils sentent les choses. J'ai crié sur Sugar, elle est venue et il l'a suivie. On a entendu de drôles de bruits. Ça venait d'une étagère pleine de boîtes de conserve. Elles étaient en train de sauter à cause du changement de pression. On aurait cru qu'on faisait du popcorn. La tornade s'abat sur la maison avec des vents estimés à 320 km/h. J'ai reçu un morceau de ciment ou je ne sais quoi sur la tête. J'ai poussé un de ces gémissements. Du coup, on se dit à quoi bon lutter. J'en étais là quand il a dit « On va pas s'en sortir », ça m'a réveillée. Mais si, on va s'en sortir. Il n'y avait plus qu'à prier. Des vents furieux s'acharnent sur la maison. Une fois la tornade passée, le couple émerge du sous-sol et découvre un véritable champ de bataille. Mais je me suis dit, mais où est la voiture? Et juste après, mais où est le garage? La tornade a détruit leur maison, 5 granges, 5 voitures et tué leur chienne Sugar. La terreur qu'on a ressentie, c'était ça le pire. La terreur. Les Smith-Eisler ont la chance d'avoir survécu. Avec ses vents estimés à près de 400 km/h, la tornade F4 n'a eu aucun mal à balayer leur maison. Mais même la tornade F2, avec ses vents de 240 km/h, a pu arracher le toit de cette maison. Des phénomènes physiques très complexes peuvent changer l'air en arme meurtrière. Un concept que les scientifiques ont encore du mal à appréhender. Notre objectif est de reproduire la tornade le plus fidèlement possible. Puis nous comparons les vents générés ici aux mesures prises sur le terrain. Et ça correspond très bien. Ce simulateur de tornade est le premier du genre. La neige carbonique permet de visualiser le vent à l'intérieur du tourbillon.
Cette machine permet de créer des tornades d'1,20 m de diamètre et de 2,40 m de haut. Le vent peut y atteindre 86 km/h. À l'aide de modèles réduits, on peut reproduire les dégâts occasionnés sur des maisons ou d'autres édifices par des tornades plus grosses et plus rapides. En général, une partie du toit cède en premier. Le vent s'introduit à l'intérieur par le trou et ça crée une forte pression sur les murs qui finissent par céder aussi. Ces expériences montrent que la force destructrice des vents circulant dans une tornade F3 ou plus est 3 fois plus puissante que celle des vents linéaires. Peu d'édifices de tornado allées sont conçus pour résister à une tornade F1. Voilà la preuve que même une tornade de très faible intensité peut faire des dégâts. Les habitants d'Attica peuvent s'estimer heureux d'avoir survécu à la fureur des 16 tornades qui se sont abattues sur le sud du Kansas. Mais lorsqu'une tornade F4 s'en prend à une petite ville du Texas, son intensité et son comportement anormal menacent de tout détruire. Et si une méga-tornade s'abattait sur une grande ville américaine? D'après les experts, cela finira par se produire un jour. En 2004, au Kansas, un seul orage a généré une horde de tornades qui ont détruit des maisons, des infrastructures et terrorisé des centaines de gens. Mais ce n'était rien à côté des ravages faits au Texas par une tornade imprévisible d'une violence impressionnante. Pampa, au Texas, est une ville qui s'est comptée sur sa bonne étoile. Elle prospère depuis qu'on y a découvert du pétrole en 1921. Aujourd'hui, ses 17 000 habitants vivent de l'agriculture, de l'élevage ou de l'industrie pétrolière. Mais la situation géographique de la ville, dans le nord du Texas, est un gros problème. Nous sommes au pays des tornades. L'après-midi du 8 juin 1995, la chance de Pampa finit par tourner. Randy Stubblefield y vit depuis très longtemps. Shérif depuis 2 ans, il a assisté à bon nombre d'actes violents. Pourtant, rien ne peut le préparer à ce qui l'attend. Vers 16 heures, on nous a signalé qu'une grosse tornade se développait au sud de l'autoroute, à environ 2,5 km. Il attrape son caméscope et fonce vers le tourbillon. Je l'ai regardé évoluer dans les champs au nord de la voie ferrée. Elle n'arrêtait pas de grossir. Charles Dowell est lui aussi en train de filmer le phénomène. Étant donné l'orage qu'il a créé, on peut dire que la tornade de Pampa a eu une évolution très inhabituelle. Je n'avais encore jamais rien vu de tel. En effet, c'est une vision peu commune. La tornade est quasiment immobile. Impossible de dire ce qui se passe là-bas. Mais soudain, la tornade bifurque sur la droite. Le météorologue est stupéfait. Les tornades avancent dans une direction précise parce qu'elles sont liées à l'orage qui les génère. Et ce nuage va dans une direction précise parce qu'il est pris dans un courant qui le pousse dans cette direction. Mais la tornade de Pampa ne va pas dans la même direction que l'orage. Après une suite de virages serrés, elle décrète une boucle de près de 270 degrés autour du météorologue. Cette trajectoire imprévisible la rend extrêmement dangereuse. On s'en va! J'étais complètement dépassé par cette tornade. Je n'y comprenais rien. Elle est partie vers le nord. Tout le monde à l'abri, ce truc est énorme. Elle a frappé une zone industrielle. Belinda Waldrip y travaille avec son père, mais elle n'écoute pas les informations.
J'ai appris l'existence de la tornade quand mon père est venu à la porte de mon bureau pour me dire « Belinda, il y a une tornade sur la route, à l'ouest. » Comme je suis curieuse, j'ai dit « On peut aller la voir ?» Et il a répondu « Non, on ne va pas la voir. On va se chercher un abri. » Belinda et son père courent se mettre en lieu sûr, tandis que la tornade progresse vers eux. On entendait la tornade qui se rapprochait. Ça faisait comme un bruit d'hélice. Wouf, wouf. Et ça devenait de plus en plus intense. De plus en plus fort. La lumière a commencé à vaciller à cause de la pression, et puis tout s'est éteint. On a commencé à voir voler des débris, du métal, des morceaux de toit. Elle venait de frapper les premiers bâtiments en acier de la zone industrielle. Et puis, il y a eu une explosion. Ça m'a fait décoller du sol. J'ai été projetée contre différentes choses. Ça m'a tiré en arrière comme si j'étais une poupée de chiffon. On voyait des véhicules voler dans les airs. Des remorques, des camions qui pèsent en moyenne 10 tonnes à vide. Ils étaient aspirés par la tornade, qui les faisait tourbillonner. Randy Stubblefield et Charles Dowell sont parmi les rares personnes à avoir pu filmer un camion de 3 tonnes emporté par une tornade. Quant à Belinda Waldrip, elle est prise au piège du tourbillon géant. Quand j'étais dans la tornade, tout était noir autour de moi. J'ai fermé les yeux pour les protéger. Je n'arrêtais pas de me dire, ça y est, c'est la fin. Je me sentais totalement impuissant, parce qu'il n'y a rien à faire contre ça. Rien ne peut l'arrêter. C'est une sensation vraiment horrible. Elle m'a rejeté là, dans le parking. Je suis tombée sur le dos. Je voyais le nuage et la tornade juste au-dessus de moi. On aurait dit un fantôme qui s'est élevé avant de s'en aller. Belinda semble être tirée d'affaire, ce qui n'est pas encore le cas de Randy. J'ai compris qu'elle se dirigeait vers Pampa. Il saute dans sa voiture et fonce droit vers la tornade. Par la radio, un de mes adjoints m'a dit « Attention, t'es trop près ». Tu es presque. On sait qu'on est trop près quand les débris commencent à entrer dans la voiture. J'avais les fenêtres baissées et les débris envahissaient l'habitacle. Elle vient d'entrer dans la ville. Elle se dirigeait droit vers le bureau du shérif, dans le centre-ville. À l'époque, j'avais environ 65 détenus en cellule. Le bâtiment était costaud, mais la tornade aussi était costaude. La tornade s'abat sur Pampa, détruisant ou endommageant 200 maisons et 50 entreprises. Dans la zone industrielle, la plupart des bâtiments sont arrachés de leurs fondations. Gravement blessée, Belinda est en état de choc. Évidemment, j'étais abasourdie et tout engourdie. Je ne sentais plus rien. Je pensais avoir les jambes cassées. Je ne savais pas où j'étais, parce qu'il n'y avait plus un seul bâtiment. Je n'avais aucun point de repère, c'était vraiment angoissant. Craignant le pire, la jeune femme part aussitôt à la recherche de son père. Il était étendu sur un moteur. J'ai cru qu'il était mort parce qu'il était complètement inerte. J'ai réussi à m'approcher de lui et j'ai commencé à le frotter. Il s'est réveillé, il a tourné la tête. J'ai vu qu'il saignait, mais surtout, j'ai vu le blanc de ses yeux. Il avait l'air terrifié. Je n'oublierai jamais ce regard. Il était terrorisé. Il m'a dit « Aide-moi à me lever ». Et j'ai répondu « Je ne peux pas t'aider, je ne tiens pas debout ». Les secours emmènent d'urgence Belinda et son père à l'hôpital. Leur état est grave. 5 autres habitants sont blessés. Par chance, il n'y a aucun mort. Pendant que les blessés se remettent, les spécialistes étudient les remarquables images prises par le shérif et le météorologue. Pour faire voler un camion de 3 tonnes dans les airs, il faut un vent d'une vitesse sidérante, probablement plus de 240 km/h. David Llewellyn étudie les forces complexes en œuvre à l'intérieur des tornades. Dans une tornade, le vent ne se contente pas de tourner sur lui-même. En fait, il s'enroule en spirale vers l'intérieur.
Selon David Llewellyn, lorsqu'un objet comme un camion est aspiré par une tornade, il peut être projeté au sol par de puissants vents descendants, avant d'être remonté par des vents ascendants. Ce cycle infernal finit par rendre l'objet méconnaissable, puis il est projeté hors du tourbillon à la vitesse d'un missile. Incroyable. Elle pesait 2 tonnes 100 d'après la grue. Scott Schiff et son équipe de l'université de Clemson étudient les dégâts occasionnés par une voiture expulsée d'une tornade. On est en train de tester cette dalle de toit. Elle était destinée à un abri. Il y a environ 25 cm de béton avec une double épaisseur d'acier. Elle est donc fortement renforcée. Elle est conçue pour supporter de très forts impacts. 3, 2, 1, lâchez! Après plusieurs impacts, la dalle commence à s'effriter. Suite à ce dernier impact, on note une déformation permanente de la dalle. La barre d'armature qui se trouve sous la couche inférieure de béton cède peu à peu sous la charge et des morceaux de béton commencent à se détacher. Contre les impacts multiples, Scott Schiff met au point un filet d'acier destiné à retenir les morceaux qui se détachent. S'il s'avère efficace, un grand pas sera franchi dans la protection contre les tornades. En cas d'énorme tornade de type F5, il faut être protégé durant son passage et après son passage. La tornade de Pampa avait beau être imprévisible et extrêmement puissante, elle n'a fait aucun mort. À 600 km de là, une autre ville du Texas n'a pas eu cette chance. Une tornade F5 y a transformé la moindre motte de terre, le moindre morceau de bois, en arme meurtrière. Puis, nous verrons la méga tornade qui, selon les scientifiques, pourrait ravager une grande ville américaine. À Pampa, l'intensité de la tornade F4 a fait voler des camions, détruit des bâtiments et menacé la vie de centaines de gens. Mais un cran plus haut, sur l'échelle de Fujita, une tornade F5 se met à tuer. Ses armes, de la terre et des éclats de bois. Jarrell a été fondée en 1909. Située à 64 km au nord d'Austin, cette ville ne s'est jamais remise du déclin de l'industrie du coton dans les années 1920 et 30. En 1997, une tornade a bien failli la rayer de la carte. Dès le départ, la tornade de Jarrell sort de l'ordinaire. Le 27 mai, une supercellule se forme dans le centre du Texas. Cette tornade est remarquable à plus d'un titre. Elle s'est notamment formée dans des conditions jugées inhabituelles à l'époque. Cette énorme supercellule n'a pas un cisaillement vertical de vent très important, ingrédient habituellement essentiel à la formation des tornades. William Gallus, météorologue, enseigne la prévision des tornades à l'aide d'un simulateur virtuel. Dans la nature, pour obtenir une tornade, il faut deux choses. De très forts courants ascendants et descendants pour étirer l'air sur le plan vertical et une source de rotation. Le mouvement de rotation est généralement fourni par un fort cisaillement de vent. Avant Jarrell, on pensait qu'un cisaillement de faible intensité ne pouvait pas donner de violentes tornades. Mais ce jour-là, les conditions atmosphériques inhabituelles au centre du Texas vont mettre à mal cette théorie, avec des conséquences tragiques. L'air chaud et humide s'élève si vite qu'il génère un fort courant ascendant, donnant naissance à une tornade aussi puissante que dangereuse. Sous un ciel de plus en plus sombre et un vent violent, la Donna Peterson et son fils de 8 ans quittent leur mobil-home pour se réfugier dans la maison de briques de sa belle-mère. Je suis sortie observer les nuages parce qu'ils étaient très épais, très sombres, vraiment très lourds. Et d'un coup, parce que le vent venait de se renforcer, j'ai entendu la sirène de la ville. Ken Adams, lui, n'entend pas la sirène. Il est profondément endormi.
C'est le chien qui m'a réveillé. Je voyais bien qu'il était mort de peur. J'ai compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Je suis dur d'oreille, mais je l'ai senti. C'était comme un roulement de tonnerre qu'on n'entend pas, mais qu'on sent parfaitement. La belle-sœur de la Donna et sa fille arrivent elles aussi dans la maison. D'après les bulletins d'information, une tornade se trouve à 3 km. Par la fenêtre, ma belle-sœur et moi regardions la tornade au loin, mais elle ne bougeait pas. Elle tournait juste sur elle-même. En fait, la tornade n'est pas immobile. Elle avance doucement, à la vitesse de 16 km/h. Mais à l'intérieur, la vitesse du vent est de plus de 420 km/h. C'est une tornade F5, et elle se dirige vers la maison où sont réfugiées les 3 femmes. Tout à coup, on a senti une rafale frapper la maison. Dans la rue, on voyait le revêtement se faire arracher par le vent. On était tous à l'intérieur et je me disais, mon Dieu, protégez ma famille, s'il vous plaît. Puis un gros coup de vent a ouvert la porte de la salle de bain. Et de la boue et du foin ont commencé à entrer dans la maison. Quelques minutes plus tard, Ken Adams sort de chez lui, intrigué par les aboiements de son chien. Il se retrouve face à une vision de cauchemar. Elle était tellement grosse à la base, 1 km de large environ, que je n'ai pas compris tout de suite que c'était une tornade. Le temps que je réagisse, il était trop tard pour aller où que ce soit. J'ai couru vers la maison, j'ai ouvert la porte et le vent me l'a arraché des mains. Et puis, le toit s'est envolé. J'étais soulevé par le vent et la maison me tombait dessus. Et soudain, la tornade est passée. On aurait dit que le pays venait d'essuyer une attaque thermonucléaire. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai cru que j'étais mort. Je l'ai vraiment cru. Ken est brutalement ramené à la réalité lorsqu'il aperçoit le désastre autour de lui. Plus de 300 têtes de bétail blessées ou tuées. Une bonne partie des animaux qui ont survécu doivent être abattus en raison de leurs blessures. C'était horrible. Sur la plus grande partie des 120 hectares, on sentait l'odeur de chair putréfiée. En émergeant de ce qui reste de la maison, la Donna et sa famille découvrent un champ de ruines. Presque toutes les maisons du quartier sont rasées. La plupart des voisins sont introuvables, d'autres sont gravement blessés. 27 personnes sont mortes. La moitié étaient des enfants. Des familles entières ont péri. L'étude de la tornade de Jarrell révèle des faits intéressants. Cette tornade est remarquable parce qu'elle avançait très lentement. Elle était énorme et elle a amassé énormément de débris. Elle est restée plusieurs minutes à certains endroits au lieu des quelques secondes habituelles. Avec ses 16 km/h, elle allait bien moins vite que la plupart des tornades, dont la vitesse moyenne est de 48 km/h. Autre particularité, la plupart des maisons sur le parcours de la tornade ont été complètement rasées. Après de longues recherches, la clé du mystère a enfin été trouvée. Les modèles informatiques du physicien David Llewellyn illustrent ces découvertes. À tout moment, le nuage de débris peut charrier des milliers de tonnes de terre. Or, cette terre peut modifier la structure interne de la tornade. Lors de son passage sur la plaine du Texas, la tornade a amassé d'énormes quantités de terre, ce qui a ralenti l'avancée du tourbillon tout en accroissant sa puissance destructrice. Il semblerait que la tornade de Jarrell se soit comportée comme une sableuse géante. Ce serait donc moins le vent violent que les débris projetés dans les airs qui auraient disloqué les maisons. Cette tornade a eu des effets inattendus et dramatiques. On conseille de ne jamais tenter de fuir une tornade. Mais les victimes de celle de Jarrell, qui progressait très lentement, auraient pu lui échapper en voiture. On recommande aussi aux gens qui ne disposent pas d'un abri anti-tornade de se réfugier dans un endroit fermé comme un placard ou une salle de bain. Pourtant, certains habitants de Jarrell l'ont fait
et ont été tués lorsque leur maison a été balayée par la tornade. Mais comme chaque tornade est différente, mieux vaut disposer d'un refuge souterrain ou une pièce spéciale répondant à des critères précis. La tornade de Jarrell a changé le point de vue des scientifiques sur ces phénomènes. Ils savent désormais que les orages à faible cisaillement vertical peuvent aussi générer de puissantes tornades. Mais toute la vigilance du monde n'aurait pu empêcher la tornade la plus meurtrière de l'histoire américaine de faire des centaines de morts. Mais il y a pire. Une tornade telle qu'on n'en a encore jamais vue pourrait menacer la vie de millions de personnes. La tornade de Jarrell a tué 27 personnes et changé la façon de surveiller les orages susceptibles d'engendrer de tels phénomènes. Mais rien ne pouvait préparer la population à la tornade la plus meurtrière de l'histoire américaine. Une F5 brutale qui a sévi dans 3 États et a fait des centaines de morts. Le 18 mars 1925, une tornade a massacré à elle seule 695 personnes entre le Missouri, l'Illinois et l'Indiana. Durant plusieurs heures, cette gigantesque F5 a tout détruit sur 320 km. Les récits des survivants font froid dans le dos. Le ciel était empli de milliers de débris, planches, poteaux, flancs entiers de petites maisons. Dans certains cas, les maisons entières étaient aspirées, projetées sur le sol. Sans parler des êtres vivants, un bébé arraché au bras de sa mère, autour de moi des enfants souffrant de coupures, en sang, pleurant et criant sans cesse. Une vision de cauchemar. La gravité des dégâts est surtout due au fait que la tornade a touché une population particulièrement vulnérable. À l'époque, les gens ne savaient pas trop comment réagir face à une tornade. Le pays était encore très rural, les villes étaient rares, et dans l'ensemble, les moyens de communication étaient très limités. Murfreesboro, où plus de 100 personnes sont mortes, a été touché plus de 2 heures après que la tornade a fait ses premières victimes. Les gens se sont demandé pourquoi ils n'avaient pas été avertis par téléphone ou par télégraphe qu'un malheur approchait. En 1925, plusieurs millions de personnes vivaient dans les petites bourgades de Tornado Alley. Elles sont aujourd'hui des dizaines de millions. Grâce aux moyens de communication modernes, les alertes sont améliorées. Mais évacuer une grande ville avant l'arrivée d'une F5 est encore impossible. Le 3 mai 1999, les habitants d'Oklahoma City ont essuyé la pire tornade F5 de l'époque contemporaine. La tornade qui a traversé Moore et le sud d'Oklahoma City le 3 mai 1999 a été l'une des plus dévastatrices du pays, à tout point de vue. En fin d'après-midi, les météorologues de l'Oklahoma surveillent attentivement plusieurs orages à supercellules. Les signalements de tornades commencent à affluer. Chez elle, avec son fils de 8 ans, Dana Grimm regarde les informations locales. On suivait ça depuis plusieurs heures. Il disait que l'orage grossissait et que ceux qui ne se réfugieraient pas sous terre ne s'en sortiraient pas. Le système orageux est intense, complexe et ne cesse de grossir. Sous les yeux effarés des observateurs de la météo, de multiples orages se mettent à produire de multiples tornades. Grosse tornade, une très grosse tornade. On aurait dit que le moindre nuage d'orage donnait naissance à une tornade à un moment ou à un autre. Par moment, il y avait une tornade principale et tout autour ce qu'on appelle des tornades satellites. De vraies tornades à part entière, mais appartenant au même système orageux. À 18h25, une grosse tornade touche le sol aux portes de la ville d'Amber. Des radars Doppler donnent la vitesse du vent à 512 km/h, la plus élevée jamais enregistrée. Ce véritable monstre se dirige vers la maison de Dana Grimm. Ils ont dit qu'elle faisait 1600 mètres de large, qu'elle était extrêmement violente et détruisait tout sur son passage.
Lorsque cette muraille de vent hurlant n'est plus qu'à 1,5 km, Dana décide de se réfugier avec son fils dans un placard. Mon fils m'a demandé en pleurant, « Est-ce qu'on est en sécurité ?» J'ai répondu, « Ça va aller. » On fait quoi maintenant? J'ai répondu, « On prie. » Mais la peur de la jeune femme se transforme en panique lorsqu'elle entend la tornade. Ça ressemblait à un glapissement très aigu. Il y avait aussi le bruit des vitres qui éclataient. La maison tremblait, on entendait des poutres du toit qui cassaient. Les murs se sont soulevés et on a senti un courant d'air froid passer en dessous. Et quelques secondes après, la maison a éclaté. Je ne pouvais plus respirer. J'avais ingéré trop de poussière. Je me suis dit, c'est la fin. Je me suis mise à prier en disant, mon Dieu, s'il faut mourir, je suis prête. Alors qu'elle est sur le point de suffoquer, Dana est aspirée par la tornade et emportée hors du nuage de poussière. Elle est projetée sur le sol et se retrouve paralysée par la peur. Quand je me suis rendu compte que mon fils n'était pas là, je l'ai appelé et il est arrivé en courant. C'était vraiment un miracle parce qu'on était tous les deux pieds nus. Il n'a pas eu la moindre égratignure aux pieds. La tornade géante poursuit sa route vers Oklahoma City et traverse une autoroute en pleine heure de pointe. En voyant la tornade se diriger sur eux, des automobilistes pris de panique abandonnent leur véhicule pour trouver un abri. Cette décision aura des conséquences tragiques pour certains. 3 personnes ayant trouvé refuge sous un pont de l'autoroute sont tuées par les débris ou la simple force du vent. Les véhicules abandonnés bloquent la route de nombreuses personnes. À Oklahoma City, Shields Boulevard est devenu un parking géant, ce qui a empêché certaines personnes d'échapper à la tornade. Lorsque la tornade se dissipe, elle laisse derrière elle 40 morts et près de 700 blessés. Ce soir-là, ma femme travaillait à l'hôpital de Norman. Elle était aux urgences, qui étaient débordées, évidemment. Elle a vu des blessures vraiment atroces. Des gens arrivaient pleins d'éclats de bois. On aurait dit des pelotes d'épingles tellement il y en avait. Des choses horribles. Nombreux sont les survivants qui souffrent le martyre, transpercés par des débris. Cheryl Brown a étudié les victimes de la tornade. De nombreuses blessures étaient dues à la projection de débris divers fichés dans le corps des victimes. Ça allait des petits éclats de bois à de très gros objets tels que des pieux. Ces blessures sont liées au nombre de maisons détruites, le vent ayant projeté dans les airs d'innombrables éclats de bois et autres matériaux. La tornade de l'Oklahoma aura rasé près de 3000 bâtiments. 3, 2, 1, feu! 117 km/h. Harold Schiff et son équipe de l'université de Clemson projettent des planches à plus de 160 km/h dans diverses structures pour simuler les dégâts occasionnés par une tornade. Je crois que les gens sont conscients de la dangerosité des tornades. Mais ils savent moins que dans un bâtiment standard, ils ne sont quasiment pas protégés contre ces phénomènes. Lorsqu'un objet percute une maison, il ne se contente pas de faire un trou dans la fenêtre ou dans le mur. Il offre à la tornade un point d'entrée. Une fois engouffré à l'intérieur, le vent peut faire éclater les murs et arracher le toit. La maison rejoint alors l'arsenal de la tornade, alimentant le tourbillon en débris toujours plus dangereux. Ce type de mur est typique de nos zones résidentielles. Un plaquage de briques devant une structure en bois. Le missile a entièrement traversé le mur. Les gens qui vivent dans ce type de maison sont en danger en cas de tornade F5. D'après les tests de l'ingénieur, pour qu'une maison supporte le choc des débris, le plaquage de briques doit être renforcé par 8 cm de béton. Ce mur pourrait équiper un abri destiné à résister aux tornades. La plupart des maisons d'Oklahoma City avaient des murs de bois et de briques.
Nombre d'entre elles se trouvant sur la trajectoire de la tornade, la quantité de débris a augmenté de manière exponentielle. Dana Grimm a survécu malgré son dos brisé. Son fils a eu la poitrine perforée. Je suis convaincue que si je n'avais pas été projetée loin de la maison, je serais morte sur place, parce que je n'arrivais plus à respirer. Ce jour-là, 10 orages à supercellules ont généré 70 tornades, parmi lesquels la F5 qui a ravagé 24 km d'autoroute et de banlieue d'Oklahoma City. C'était très triste. Rien que dans notre quartier, 14 personnes sont mortes. Et c'est un miracle que nous soyons toujours en vie. La tornade de l'Oklahoma a fait près d'1 million d'euros de dégâts, la plus chère de l'histoire américaine. L'annihilation pure et simple. Les maisons que vous voyez là-bas avaient été rasées. Il n'en restait que des ruines. Si vous vous étiez trouvé dehors à ce moment-là, ça n'aurait pas été très agréable. Mais le pire a été évité de justesse. Si la tornade avait dévié de 16 km à l'ouest, elle aurait frappé le centre d'Oklahoma City. La tornade de Moore et ses satellites restent à ce jour les plus destructrices de l'époque contemporaine. Mais le bilan serait bien pire si une F5 s'abattait sur une grande ville. Or, les spécialistes sont formels. Cela pourrait très bien arriver. Chaque année, de grandes villes américaines situées dans Tornado Alley jouent à la roulette russe avec les tornades géantes. En 1999, Oklahoma City a perdu la partie lorsqu'une tornade a tué 40 personnes et en a blessé près de 700. Coup de chance incroyable, le centre-ville a été épargné. Scott Ray, chercheur, sait que la prochaine grande ville touchée par une tornade n'aura pas forcément cette chance. Dallas court le risque d'être frappé par une tornade très violente. Dallas est une ville en plein développement située dans le sud de Tornado Alley. C'est l'une des métropoles américaines qui s'agrandissent le plus vite. Elle compte 5 millions d'habitants et 600 sièges sociaux d'entreprises. Dallas est 10 fois plus grande qu'Oklahoma City. J'ai été frappé par les images aériennes d'Oklahoma City. L'étendue des dégâts était impressionnante. Scott Ray aide les administrations locales à planifier les risques, en particulier ceux liés aux tornades. Pour préparer Dallas à un éventuel désastre, il a imaginé plus de 60 scénarios différents montrant ce qui se passerait en cas de tornade ultra-violente. Pour que ce soit crédible, il fallait s'inspirer d'un événement ayant eu lieu quelque part. Nous avons choisi Oklahoma City parce qu'on y avait recueilli beaucoup de données. Nous avons appliqué les caractéristiques physiques de cette tornade à la géographie de la région de Dallas pour voir ce qui se passerait. Scott Ray et son équipe ont minutieusement reproduit la trajectoire de la tornade sur la région de Dallas. Si cette tornade F5 entrait dans la ville, le cataclysme serait inévitable. Ce serait sans doute la tornade la plus dévastatrice de l'histoire des États-Unis. Le scénario catastrophe de Scott Ray commence par la formation d'un orage à supercellules dans le centre-nord du Texas. Une tornade F3 tournant à 160 km/h touche le sol dans un champ poussiéreux à 16 km de Dallas. Sa première cible, Cockrell Hill, petite ville de banlieue. La tornade dépasse maintenant les 320 km/h. Des voitures sont projetées, des bâtiments détruits. La tornade progresse inéluctablement vers le nord-est, frappant des milliers de foyers. La vitesse interne passe à plus de 400 km/h. La tornade est maintenant une F5. Alimentée par des tonnes de débris, elle ralentit lorsqu'elle s'abat sur une autoroute très fréquentée. Sur une autoroute bouchée, il y a bien plus de gens que sur une autoroute à la circulation fluide. L'autre problème qui se pose, c'est où aller.
De nombreux automobilistes abandonnent leurs véhicules. La panique s'installe, provoquant un embouteillage qui prend des milliers de gens au piège. Des vents de 443 km/h balayent les voitures de l'autoroute. Quiconque se cache sous un pont peut être la proie des débris ou de la violence du vent. Les voitures emportées par les vents ascendants montent dans le tourbillon géant avant d'être transformées en projectiles pouvant tuer tous ceux qui les croisent. Puis la tornade infernale s'approche du centre de Dallas. Des dizaines de gratte-ciel, des dizaines de milliers de personnes. Les baies vitrées explosent. Le vent arrache le marbre et les briques des façades. Une pluie de verre et autres débris s'abat sur la foule. La plupart des gratte-ciel de la ville sont couverts de vitres qui ne sont pas très résistantes. Les dégâts provoqués par ces bris de verre volant dans tous les sens seraient dramatiques. Un train de banlieue bondé traverse la ville. Le vent le fait dérailler. Il percute un gratte-ciel et tue ses occupants et des centaines de passagers. Il est probable que ce soit les débris qui fassent le plus de dégâts dans la métropole. Parce que tout peut se transformer en débris. Aussi bien du bois que des briques ou du gravier. N'importe quel objet peut devenir un projectile. En plus, les quantités sont quasi illimitées. La tornade poursuit son chemin vers le nord, laissant derrière elle Dallas en ruine. Des vents de plus de 500 km/h s'abattent maintenant sur la banlieue de Lakewood. Les 92 000 personnes qui vivent là ont eu 20 minutes pour se réfugier en sous-sol. Cela peut sembler suffisant, mais comme pour la tornade de Jarrell, ceux qui se cachent dans un placard ou une salle de bain n'ont plus qu'à croiser les doigts. Enfin, la plus effroyable tornade de l'histoire dérive lentement vers le ciel avant de se dissiper. Elle laisse derrière elle un champ de ruines long de 61 km. Dallas est dévasté. Il ne faut pas se voiler la face par rapport à ces phénomènes. Ça va être dur à gérer, quoi qu'il arrive. Il y aura énormément de dégâts et beaucoup de gens à secourir. Le total des dégâts avoisine les 4 milliards d'euros. Des dizaines de milliers de gens sont sans abri. Les blessés sont innombrables. Et nul ne connaît le nombre de morts. Le nombre de décès est difficile à évaluer parce qu'il dépendra des décisions prises par les éventuelles victimes. Elles pourront être bonnes ou mauvaises et ça, on ne le sait pas encore. Idéalement, il faudrait que la municipalité se prépare au pire en multipliant les abris souterrains, en procédant à des exercices d'évacuation et en sensibilisant le public. Mais tout cela ne serait peut-être pas suffisant. Financièrement, il serait presque impossible de construire une ville capable de résister à une très violente tornade. La population des zones métropolitaines de Tornado Alley ne cesse d'augmenter. Les chercheurs sont lancés dans une course contre la montre pour tenter de comprendre l'un des plus grands secrets de la nature. Dans un monde parfait, nous aurions des radars et autres instruments de mesure pour chaque tornade. Mais dans le monde réel, ça n'est pas près d'arriver. Pouvoir dire d'ici 1 heure, tel orage va produire tel genre de tornade, on n'en est pas encore là. Et personne ne peut dire quand on en sera capable. En tout cas, ce n'est pas pour tout de suite. L'impossibilité de prévoir l'arrivée des tornades est une véritable source d'inquiétude. La plupart des gens voient les catastrophes naturelles comme des événements liés au hasard et qui n'arrivent qu'aux autres. Je crois que c'est aussi le cas pour les tornades. Si on attend suffisamment longtemps, le pire scénario catastrophe finira forcément par arriver. En attendant que la science en sache plus sur ces brutales manifestations de la nature, la meilleure chose à faire reste de se préparer avant que le désastre ne frappe.